Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, vous allez voir avec nous comment gagner du temps en paramétrant Brio selon vos besoins. Je vous présente Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Sébastien, bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons donc parcourir ensemble certains slides avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, comme à votre habitude, nous allons d'abord parler du timing. Vous devez compter au minimum 1h30 de présentation, à savoir que peut-être que nous allons déborder, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à vous annoncer ici dans le paramétrage. Non, on peut rassurer nos courtiers, on va faire de notre mieux pour être le plus précis et efficace possible. Exactement. Ensuite, nous allons aussi vous présenter quelques petits sondages, comme vous avez l'habitude de le faire dans d'autres webinaires. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions, et nos collègues se feront un plaisir de répondre à celles-ci. Ensuite, nous allons parcourir les points de l'agenda. Premièrement, nous allons vérifier vos données. En deuxième point, nous allons adapter Brio à vos besoins. Petite parenthèse par rapport à ça, c'est pour forcer certains champs à être obligatoires, pour résumer plus ou moins ce qui sera caché dans ce point-là. Troisièmement, nous allons personnaliser votre Brio. Et donc, qu'est-ce qu'on entend dans personnaliser votre Brio? C'est de pouvoir personnaliser votre Brio, c'est de pouvoir adapter certains écrans ou encore d'ajouter du contenu qui n'était pas disponible à la source dans Brio. Nous allons, en quatrième point, gagner du temps grâce au paramétrage. Cinquièmement, sécuriser votre Brio. Et en dernier point, nous allons faire la conclusion. Okay. J'aimerais encore faire une petite parenthèse par rapport au contenu du cours. Le Brio Plus, les personnes qui sont Brio Plus, vous aurez les paramétrages qu'on expliquera tout au long ici dans votre Brio, mais c'est possible que vous l'aurez dans des onglets différents vu que vous avez plus d'options définies dans votre Brio. Voilà, commençons par le premier point. Marie-Laure? Oui Sébastien, donc Nous allons donc passer sur le point vérifier vos données et donc on va commencer par signalétique courtier. Je t'en prie, Marie-Laure, nous t'écoutons. C'est bien ça, on va d'abord aller vérifier les informations qui sont encodées dans notre signalétique courtier pour être sûr que les informations soient bien correctes, que ce soit dans votre Brio, mais aussi évidemment pour la préparation de vos documents légaux. Alors pour aller chercher la signalétique courtier, tout d'abord, on va aller cliquer sur le petit bonhomme en haut à droite et dans le menu, on va aller chercher dans la zone courtier, signalétique et paramètres. Dans ce premier onglet, alors vous allez voir qu'au cours de la formation, on va y retourner dans cette signalétique courtier. Donc, on ne va pas faire toute la signalétique courtier maintenant. Ici, c'est vraiment concentré sur la vérification des données. Première chose à vérifier, bien sûr, c'est que votre nom et votre adresse sont bien corrects. Également, votre site internet et l'adresse email générale de votre bureau. Et bien entendu, vos numéros de téléphone. Un élément qui est essentiel, c'est votre numéro d'entreprise. Il faut veiller à ce qu'il soit bien complété, puisque c'est un numéro qui doit être obligatoire sur vos avis, sur vos documents légaux, fiches clients, devoirs d'information. Et également, autre élément qui est obligatoire sur ces documents légaux, c'est le tribunal compétent, le tribunal d'entreprise compétent. Et vous voyez ici, il n'est pas complété. Pour le compléter, je vais bien entendu appuyer sur modifier. Et à ce moment-là, je vais retrouver une petite loupe qui va me permettre, dans le pop-up, de rechercher le tribunal compétent. Alors, pour le retrouver plus facilement, je peux utiliser évidemment un filtre. Ici, on est sur Watermal-Boisfort, on dépend donc du tribunal de Bruxelles. Je peux utiliser un filtre. On peut mettre une petite étoile devant, parce que Bruxelles, c'est facile. Mais pour d'autres tribunaux, parfois, la division dépend d'une ville principale. Et en appuyant sur filtrer, on visualise nos deux tribunaux bruxellois et on va simplement cliquer sur le francophone ici pour le sélectionner. Et voilà, mon tribunal compétent est complété. Dernière chose à laquelle il faut prêter attention, c'est le numéro de compte bancaire de votre bureau qui, ici, n'est pas complétable. Alors pourquoi il n'est pas complétable? Parce que moi je dispose du module comptabilité et donc pour adapter mon numéro de compte bancaire, je dois aller dans le module comptable au niveau de mes journaux comptables pour adapter mon compte bancaire. Marie-Laure, par rapport aux personnes qui n'ont pas de comptabilité, comment doivent-ils remplir ces champs? Alors là, à ce moment-là, Sébastien, ce sera des champs libres comme le numéro de téléphone ou l'adresse, donc il suffira d'aller sélectionner le type de compte et puis d'écrire tout simplement dans la case le numéro de compte financier et le compte BIC, donc c'est quelque part plus simple pour les courtiers qui n'ont pas la comptabilité. Merci. Une fois que mes informations sont vérifiées, je vais enregistrer
Alors, je ne vous montrerai pas cet écran à chaque fois, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on modifie quelque chose dans la signalétique courtier, qu'on adapte le paramétrage, pour qu'il soit actif, on doit impérativement se reconnecter. Ici, j'ai encore quelque chose à vous montrer, donc je ne vais pas me reconnecter tout de suite. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer au niveau de la vérification de vos données? Ça se trouve dans un autre onglet. Je vais aller dans l'onglet site courtier, l'avant-dernier onglet de notre signalétique courtier. Et je vais attirer votre attention sur la deuxième partie, sur le lien de la page de votre site internet pour la protection de la vie privée, pour le RGPD. C'est important que ce soit complété également pour que vous puissiez y avoir accès dans vos lettres types notamment. Merci Marie-Laure. Je peux voir sur l'écran ici que juste au-dessus, tu l'avais passé, la partie Assure MiFID. Est-ce que c'est un élément obligatoire pour les courtiers? Non, ce n'est pas un élément obligatoire. En fait, ce lien a été utilisé pour envoyer un mail au client à la réception de la fiche client. Aujourd'hui, les fédérations déconseillent d'envoyer ce mail, donc on n'est pas obligé de venir encoder le lien juste là. Okay. N'hésitez pas donc à vous référer aussi à, par exemple, les différentes fédérations pour qu'ils vous aident dans ce genre de questions plus précises qui concernent plutôt des lois, et donc ils sont là pour ça, pour vous aider. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième sous-point du premier point, vérifier vos données, c'est le paramétrage utilisateur. Marie-Laure, je te laisse la main. C'est bien ça. Donc ici, dans la première partie, on a vérifié les données générales du bureau. On va maintenant aller vérifier les données spécifiques de l'utilisateur qui est connecté. Alors ce paramétrage, il est toujours caché derrière le petit bonhomme en haut à droite, mais cette fois, on va aller dans la partie supérieure, utilisateur, et on va aller chercher mes données, paramètres. Là aussi, on aura l'occasion de retourner dans ces écrans au cours de la formation. On va d'abord vérifier que notre nom est bien complété. Bon, ça, normalement, c'est correct. L'adresse mail, les numéros de téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez également compléter une fonction spécifique. Là, ce n'est pas un champ obligatoire, ça dépend un peu de ce que vous faites. Et puis, je vais appuyer sur « Modifier » pour vous montrer quelque chose que moi, personnellement, je trouve très sympathique. C'est la signature digitalisée. Alors, on a fait le choix dans la formation de d'abord vous expliquer et puis de vous montrer après ce que ça donne. Donc ici, je parle et puis je vous montre vraiment l'impact que ça va avoir pour vous dans votre travail au quotidien. Cette signature digitalisée, je vais pouvoir l'ajouter au niveau de ma paramétrage utilisateur et ça va me permettre de mentionner ma signature dans mes lettres types. Alors comment est-ce que je fais? Première étape, évidemment, je signe sur un papier blanc et puis je scanne et je crée une image de ma signature. Ensuite, dans mon paramétrage utilisateur, et je la sauve sur mon ordi, évidemment, je vais aller dans le menu Action, puisque je veux faire quelque chose, ajouter ma signature digitalisée, et là, je vais pouvoir venir sélectionner le fichier sur mon ordinateur. Marie-Laure, je vais t'interrompre 2 petites secondes. Comme on peut voir à ton écran, on parle ici de fichiers. Quel type de fichier peut-on utiliser pour insérer? Parce que j'ai déjà vu des courtiers qui utilisaient par exemple les PDF, mais ça ne marche pas. Non, les PDF, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit des fichiers images, PNG ou JPEG, il n'y a pas de souci. Et alors, un autre conseil, que la taille de votre image ne soit pas trop importante, simplement parce que quand vous allez charger votre lettre type, si on doit charger 1 méga d'image, vous risquez alors de perdre du temps à l'émission de vos lettres types. Je vais donc sélectionner mon fichier, mon image, et puis je vais faire Open, double-clic sur la ligne, fonctionne aussi, et ma signature digitale est bien intégrée dans Brio. Qu'est-ce que ça donne? Et bien, du coup, quand je vais envoyer une lettre type, elle sera pré-signée. Alors, ça ne sert pas forcément, Sébastien, pour l'impression même des lettres types, puisque les courtiers savent signer à la main. Moi, je trouve ça vraiment super pratique pour toutes les lettres qu'on va envoyer comme pièce jointe d'un mail, une attestation de couverture en incendie, par exemple, que je vais transmettre par mail à mon client. Si j'intègre ma signature digitalisée, ça veut dire que je ne suis pas obligée de l'imprimer, la signer, et puis après de la rescanner pour l'envoyer par mail à mon client. Donc c'est vraiment très très pratique. C'est par défaut dans la signature utilisateur des nouvelles lettres types. Donc normalement, vous devriez y avoir accès. C'est vraiment bien. Merci Marie-Laure pour ce point-là. Est-ce que tu as un autre point sur cet écran? Autre petite finesse de cette signalétique, de ce paramétrage utilisateur, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une photo
Et voilà, donc même système, hein. J'ai cliqué dans le menu Action et puis je suis allée sélectionner mon image sur mon ordinateur et je retrouve donc ma photo qui est juste là. C'est original et sympa, mais à quoi ça sert pour les courtiers réellement, cette icône, cette petite photo qu'on a été ajoutée? Pour le moment, la photo elle est exclusivement utilisée pour les courtiers qui disposent du PLOE et donc qui ont Brio Today, puisque au niveau de Brio Today, vous allez pouvoir au-dessus visualiser la photo de l'utilisateur. C'est pratique quand on doit consulter les activités de plusieurs personnes, au moins on voit directement qui on est en train de consulter. Ici maintenant, j'ai terminé, je vais enregistrer. Et pour vous montrer une fois comment ça fonctionne, cette fois, je vais me reconnecter puisque je vais activer mon paramétrage. Super. Passons maintenant au deuxième point de matière, adapter Brio à vos besoins. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous avons séparé ça en deux sous-points aussi. Premièrement, cinétique courtier. Deuxièmement, table des codes. On va commencer par la cinétique courtier. Marie-Laure, peux-tu nous expliquer comment rendre certains champs peut-être obligatoires dans notre Brio? Oui, alors petit rappel, même si Sébastien l'a dit, pour nos courtiers Brio Plus, tout ce que je vais expliquer maintenant, vous l'avez aussi dans votre paramétrage Brio Plus, c'est juste rangé dans d'autres onglets. Et puis évidemment, en Brio Plus, vous avez plein d'autres choses possibles. La signalétique courtier, vous le savez, on va la chercher sur notre petit bonhomme et on va chercher signalétique et paramètres. Et je vais commencer par l'onglet Préférence 1. Alors, dans cet onglet Préférence 1, je vais commencer par modifier, comme ça je peux pouvoir adapter les éléments dont j'ai besoin. Première chose sur laquelle on va se focaliser, c'est le paramétrage lié au journal d'activité. Et au niveau du journal d'activité, on va commencer par les deux premiers champs que vous pouvez venir cocher. Si vous cochez la première case, vous allez rendre le correspondant obligatoire lors de la création d'une activité de type communication. Ça veut dire que vous et vos utilisateurs seront obligés de mentionner qui ils ont contacté, la compagnie, le preneur, l'expert dans un sinistre. Ça permet d'être sûr que ce soit bien noté dans l'activité. Peut-être juste encore préciser, qu'est-ce qu'on entend par correspondant? Dans une fiche par exemple de sinistre ou de contrat, les intervenants, qui sont-ils exactement? C'est les personnes que vous avez dans l'onglet intervenant. Donc si vous encodez dans un sinistre un témoin, un expert, un garage, etc., c'est de ces personnes-là qu'on parle en tant qu'expert. Oui. Donc, voilà. Après, il faut savoir qu'on a accès à tous les intervenants de la base de données quand on a accès aux correspondants. La deuxième option, c'est qu'on va pouvoir rendre le type de communication obligatoire lorsqu'on va manuellement créer une activité de type communication, mais on sera obligé de venir dire téléphone donné, email reçu, etc. Alors pour vous montrer, quand les champs sont obligatoires, vous allez retrouver en bas le correspondant qui est une zone jaune du coup. On retrouve la petite loupe devant, petite loupe qui me permet d'accéder à tous les intervenants liés à la fiche du contexte dans lequel je me trouve, mais dans le menu Action, la possibilité d'aller rechercher des utilisateurs ou éventuellement un autre correspondant de la base de données. Si on crée une activité de téléphone sur un preneur, par exemple, forcément, on aura besoin du menu Action pour aller chercher la compagnie à qui on a téléphoné. Et notre deuxième champ jaune, le type de communication. Je retourne dans ma signalétique courtier. Autre élément qu'on va pouvoir venir cocher dans notre signalétique courtier, c'est qu'on va pouvoir rendre les activités qu'on crée visibles par défaut dans MyBroker. Alors là, ça reste un choix très personnel à votre bureau. Peut-être vous ne montrez pas du tout les activités dans MyBroker. Peut-être vous montrez toutes les activités dans MyBroker. Et donc, ça veut dire que chaque gestionnaire doit systématiquement penser à aller cocher la case visible dans MyBroker. Ici, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit systématiquement visible. Après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'elle soit toute visible et penser à décocher ou l'inverse. Mais si vous regardez, si mon paramétrage est coché, dans ma petite activité, mon visible dans MyBroker est coché automatiquement. Donc c'est un petit peu à vous, dans votre bureau, de faire l'analyse, de savoir si on coche plus souvent la case ou non, et donc en fonction paramétrer par rapport à l'utilisation du bureau, quoi. Exactement. Dernier point, qui peut être excessivement pratique, en cochant la petite case qui se trouve là, on va faire en sorte que le destinataire de l'activité soit systématiquement le gestionnaire du contrat ou du sinistre.
Alors quand c'est la personne elle-même qui crée l'activité, ça n'a pas beaucoup de sens évidemment. Mais si je décroche mon téléphone pour le sinistre de Stéphanie, ben au moins je ne dois pas penser à aller dans cet onglet destinataire, venir modifier pour que ce soit pas moi mais Stéphanie qui soit renseignée comme destinataire de la tâche. Ça se fait automatiquement. Donc si vous travaillez avec des gestionnaires dans vos contrats ou dans vos sinistres, c'est vraiment quelque chose qui va faire gagner du temps aux autres gestionnaires au niveau de la création de vos activités. Toujours quelque part dans le cadre du journal d'activité, mais on va cette fois parler des activités un petit peu plus spécifiques. C'est les activités automatiques qui vont venir se créer lorsqu'on crée des projets de nouvelle affaire ou des projets d'avenant. La première chose qu'on va décider, c'est est-ce qu'on veut ou non qu'il y ait une activité qui se crée lorsqu'on crée un projet de nouvelle affaire ou un projet d'avenant. Personnellement, je pense qu'il faut impérativement cocher cette case parce que c'est vraiment le but des projets d'avenant, c'est de pouvoir suivre si on reçoit les pièces des compagnies et donc c'est vraiment pratique que cette activité se crée. Et c'est là qu'on passe au deuxième point. Est-ce que je veux que cette activité se crée en cachet, simplement? Mais si je coche la deuxième case ici qui parle, de l'édition de l'activité. Ça veut dire qu'au lieu que l'activité, quand je crée mon projet de nouvelle affaire et que je l'enregistre, se crée en cachet, mais je vais avoir le pop-up d'activité qui va s'ouvrir. Alors pour les projets de nouvelle affaire, c'est pas vraiment important, mais par contre pour les projets d'avenant, moi je trouve ça vraiment sympathique parce que ça permet de pouvoir compléter l'activité, parce que sinon il est marqué suivi projet d'avenant, super. Moi je trouve ça sympa de pouvoir dire que c'est une suppression d'omnium, un ajout de protection juridique, comme ça quand on a dans notre journal d'activité et qu'on reçoit les pièces de la compagnie, on ne doit pas retourner voir à l'intérieur du contrat, on sait simplement en lisant l'intitulé de l'activité vérifier que la compagnie a bien fait et que le contrat est bien comme on l'a demandé. Juste en dessous, on va choisir le délai. Vous savez, quand vous créez une activité, on a un délai qui vient se mettre par défaut, une date d'échéance plus tard. Et ici, on va choisir à 15 jours. Si vous dites 15 jours, c'est un petit peu juste. Il vaut peut-être mieux mettre un mois. Vous pouvez mettre un mois. Alors ici, on ne l'a pas fait, on a laissé 15. Mais idéalement, préférez mettre des multiples de 7. Ça évite simplement que l'activité qui se crée tombe un samedi ou un dimanche, tout simplement. Dernière possibilité, si vous travaillez avec les services au sein de votre brio, au niveau des activités, un service gestionnaire, vous pouvez faire en sorte que quand on a une activité automatique, suivi projet de nouvelle affaire ou suivi projet d'avenant, l'activité ne soit pas liée au gestionnaire qui est en train de créer le contrat, mais bien au service spécifique. Alors ici, mon service est déjà complété, mais si je voulais le compléter, je vais simplement cliquer sur la petite loupe et en cliquant sur la loupe, il va me montrer les différents services qui sont créés dans ma base de données et je viens simplement le sélectionner en cliquant sur la ligne et automatiquement, comme ça, mon activité sera créée. Alors, on vous montre à quoi ça ressemble. Du coup, ici, j'ai mon pop-up d'édition, donc c'est complété, mais je peux aller modifier ce dont j'ai besoin. Ma date d'échéance est bien adaptée. Et si je vais dans l'onglet destinataire, ce n'est pas juste moi qui ai créé le projet de nouvelle affaire qui va être destinataire de la tâche, mais bien les 4 membres de mon service production. Peut-être encore juste redire à nos différents courtiers qu'il existe des tutos sur le journal d'activité, sur la création de services ici, et donc n'hésitez pas à aller les visualiser pour mieux comprendre ces points de matière-ci. Là, on parle surtout du paramétrage, mais tout ce qui tourne autour de ça est expliqué dans les différents tutos. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait dans l'onglet Préférence 1, on va aller voir ce qui se passe dans l'onglet Préférence 2. Dans cet onglet Préférence 2, on va commencer par la première partie de l'écran, en parlant des preneurs et des intervenants. Un petit point de détail, mais qui peut parfois vous aider à comprendre pourquoi Brio attribue tel numéro à votre nouveau client. C'est à cause de l'élément qui se trouve là. Ici, dans ma base de données, il est marqué que le dernier numéro de dossier utilisé, c'est le 219. Ça veut dire que quand je vais créer un nouveau client, ce sera le 220. Pour les courtiers qui sont en train d'intégrer une nouvelle clientèle via un relevé de portefeuille, si vous avez besoin que vos clients portent le numéro à partir de 1000, le temps de l'intégration, vous pouvez venir mettre là 1000 et comme ça, vos clients seront à 1001, 1002, 1003 dès l'intégration de votre relevé de portefeuille. Ça peut vous faire gagner un petit peu de temps que de devoir aller systématiquement modifier le numéro de dossier. Deuxième élément très important, en tout cas pour nos courtiers qui disposent du module PLW, vous le savez, vous pouvez créer vos clients en faisant la lecture de leur carte d'identité. En cochant ce petit paramètre,
automatiquement, la lecture de la puce va venir se ranger dans les documents liés. Et donc, si vous en avez besoin pour la souscription de contrat d'assurance vie, il ne faut pas faire le scan, lire la puce dans Portima Connect, enregistrer. Tout ça se fait tout seul, c'est bien plus simple. Et enfin, dernier point de cette partie intervenant, vous allez pouvoir cocher permettre la gestion des groupes personnalisés, ce qui va vous permettre de gérer vos groupes vous-même, en tout cas de personnaliser vos groupes. Alors vous le savez, quand vous créez un conjoint ou un enfant dans votre fiche preneur, Brio va vous proposer automatiquement un groupe famille. Oui, mais si l'enfant n'habite pas sous le même toit, ce n'est pas avec entreprises, associations et autres que vous trouvez forcément votre bonheur. Et en cochant cette case-là, vous pouvez créer un groupe spécifique pour votre client, famille élargie par exemple, et donc comme ça vous pouvez quand même l'avoir dans un groupe qui a un nom logique plutôt que juste autre. Passons peut-être au titre suivant, la partie contrat dans le paramétrage. Oui, on va maintenant aller voir ce qui se passe au niveau des contrats. Alors, au niveau des contrats, un petit élément pratique, alors essentiel pour nos courtiers qui ont la comptabilité, très pratique pour tous les autres, vous allez pouvoir remplir, compléter par défaut votre mode d'encaissement terme et courtier. Si 99% du temps vous faites de l'encaissement en compagnie, venez le compléter à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que comme ça, à chaque fois que vous créerez un contrat, vous ne serez pas obligé de compléter les 2 cases manuellement. Alors ça peut paraître un gain de temps minime, mais quelques secondes de gagner par jour, par nombre de contrats effectués, ça fait vite beaucoup de temps dans la journée. Dernier point qui s'est déjà entouré parce que j'ai cliqué trop vite. Vous pouvez rendre le type et la date de production obligatoire en cochant la case. Et alors, c'est très pratique également ce type et date de production, en tout cas pour nos courtiers qui ont le PLW, puisque grâce au module sélection et rapport, grâce à ces paramètres-là, vous allez pouvoir recevoir dans votre boîte mail, par exemple, tous les mois, vos gains et vos pertes de production qui arriveront tout seuls. Il y a également juste à côté un petit menu déroulant qui va vous permettre de choisir éventuellement, quand vous intégrez un bloc retour de type nouvelle affaire, de choisir dans la liste que vous avez paramétrée. Marie-Laure, comme oui. tu dis, dans la liste choisie, paramétrée, on peut vraiment personnaliser cette liste-là ? Bien sûr, Sébastien, la liste qui est là, elle est relativement petite, pas forcément adaptée aux besoins des courtiers. Et vous allez voir dans le point suivant qu'on va pouvoir aller la personnaliser pour mettre exactement ce qu'on a envie. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne mets jamais de valeur par défaut à l'intégration de mes blocs retour nouvelle affaire, parce que dans ma liste, j'ai mandat en faveur et transfert de compagnie pour un client, et que donc ce bloc retour de nouvelle affaire, soit c'est une vraie nouvelle affaire, soit c'est un mandat en faveur, soit c'est un transfert de compagnie, un changement de compagnie, et donc je préfère laisser néant, et donc ce sera au gestionnaire, quand il intégrera le bloc retour, de venir compléter qu'est-ce que c'est et de quand date la production. Alors ça paraît peut-être long tout ce qu'on est occupé d'expliquer, est-ce que Marie-Laure insiste vraiment ? Je peux comprendre que ça peut paraître aussi assez lourd à comprendre. Maintenant, restez accrochés, parce que comme Marie-Laure a pu le citer là tout à l'heure, ça vous fait gagner peut-être des petites secondes, des petites minutes dans votre travail quotidien, mais additionner les uns avec les autres, ça fait vraiment beaucoup de temps gagné. Donc Marie-Laure, peux-tu continuer maintenant sur la partie sinistre ? Oui, on va maintenant... Alors, j'ai descendu un petit peu plus bas dans mon écran et on va maintenant parler des sinistres. Alors, un sinistre, quelques petits points relativement simples. Quand vous créez un sinistre, vous pouvez rendre la responsabilité obligatoire. Ça veut dire que vous serez obligé, dès le deuxième pop-up, de venir compléter la responsabilité. Vous pouvez rendre l'utilisateur qui crée le sinistre obligatoirement mentionné comme gestionnaire du sinistre. Donc la personne qui crée sera le gestionnaire du sinistre. Si vous ne le souhaitez pas, il faut décocher. À ce moment-là, vous pourrez aller manuellement choisir un gestionnaire. Le dernier point qui me semble le plus important dans le paramétrage sinistre, c'est le dernier. C'est reprendre le montant de la franchise lors de l'encodage manuel des paiements. Si bien sûr c'est encodé dans vos contrats et donc dans votre sinistre, automatiquement quand vous allez créer un paiement sinistre manuellement, la franchise sera complétée et c'est drôlement pratique, ça évite de devoir aller fouiller dans le contrat pour savoir quelle est la franchise appliquée dans le paiement.
Dernière petite chose au niveau des sinistres, c'est les 2 points qui se trouvent en dessous, qui sont un peu séparés. C'est ce qu'on appelle la description sinistre. Vous allez pouvoir permettre d'utiliser une table pour les descriptions sinistres. Ça veut dire d'avoir une table bien précise avec les différents types de sinistres, descriptions sinistres qui pourraient exister. Et juste en dessous, vous allez pouvoir permettre le libellé de cette description sinistre. Peux-tu nous montrer à quoi ça ressemble tout ça? Tout de suite. Voilà donc mon sinistre avec une ligne de description que vous connaissez sûrement, mais ici elle est un tout petit peu différente puisque j'ai coché le fait que je voulais utiliser la table. J'ai juste devant une petite loupe. En cliquant sur la loupe, je vais accéder à l'ensemble de mes descriptions sinistres. Alors ici dans la base de données, on n'en a pas beaucoup évidemment, pour aller récupérer la description sinistre dont on a besoin. Alors tu viens de nous dire qu'il était possible de personnaliser la liste pour le courtier. Ça, c'est très pratique. Maintenant, est-ce qu'il est possible de sortir de cette liste? Parce que peut-être que je n'ai pas suffisamment de choix pour correspondre aux différents sinistres que je suis occupé de créer. Exactement. Alors, c'est la deuxième case qu'on a cochée, permettre la modification de l'intitulé. Alors moi j'ai tendance à dire que je vais essayer d'avoir des tables relativement précises, mais ici j'ai dégâts des eaux, c'est bien. Je ne vais pas créer 450 descriptions sinistres pour tous les types de dégâts des eaux possibles, mais en permettant la modification du libellé, je peux mettre dégâts des eaux, fuite sous la baignoire, mais ça me permet d'avoir quand même quelque chose de précis et de standardisé pour l'ensemble des gestionnaires sinistres. Et puis ça évite tout simplement d'écrire systématiquement dégâts des eaux à chaque fois qu'on crée un sinistre. Parfait. Merci Marie-Laure pour ces explications. Je propose d'aller sur la dia suivante, l'agenda. On est donc maintenant toujours au point 2, adapter votre brio à vos besoins. Maintenant, on va aller dans le sous-point, table des codes. Alors vous l'avez vu dans notre paramétrage précédent, je vous ai parlé d'une table pour les types de production, je vous ai parlé de la table description sinistre, et en fait en Brio il y en a plein d'autres des tables. Alors comment y accéder à ces tables des codes? Cette fois on va aller toujours en haut à droite, mais on va aller chercher le petit écrou blanc qui est le menu outils, et dans ce menu outils on va aller chercher les tables des codes. Et vous voyez là à l'écran qu'il y en a toute une série, par exemple les codes alertes, les critères de classe, de mailing, de segmentation. Il y en a plein d'autres, il faut aller les voir, parce que je ne vais pas tous les citer, ce n'est pas le but. Il y a plusieurs pages, beaucoup d'infos. On peut faire peut-être une recherche là-dessus? Exactement, Sébastien, pour retrouver celle dont j'ai besoin. Ici, je vais aller adapter mon type de production. Je vais mettre un filtre. Je vais chercher quelque chose qui parle de production. J'utilise donc mon astérisque ou mon pourcentage. Et en appuyant sur filtrer, je vais retrouver mes codes de production. Je vais cliquer sur la ligne pour ouvrir la table. Alors, il est fort probable que chez vous, au bureau, cette table, elle soit vide, puisque vous ne l'avez jamais utilisée. En appuyant sur « Modifier », alors si vous avez des éléments qui sont existants, vous pouvez modifier les intitulés. Juste faites attention si vous modifiez les intitulés de la table, que s'ils sont utilisés quelque part, ils vont être modifiés aussi là où ils ont été utilisés. Donc il faut éviter de remplacer scission de police par renom, parce que c'est complètement différent. Si maintenant vous voulez alimenter la table avec d'autres valeurs, on va aller dans le menu Action et on va aller cliquer sur « Ajouter une valeur ». À ce moment-là, il y a une ligne qui apparaît. Il faut choisir un code, une valeur dans cette première case. Pourquoi? Parce que dans une base de données en informatique, chaque ligne d'une table doit porter un numéro. C'est arbitraire, je vous conseille de faire 1, 2, 3, 4, comme ça vous suivez, c'est plus simple. Et puis, vous allez compléter le libellé de la table. Moi, ici, je ne l'ai fait qu'en français. Si vous avez des collaborateurs néerlandophones, mais il faut aussi le mettre en néerlandais. Et on va procéder comme ça pour tout ce qu'on a besoin, mandant en faveur, mandant défaveur, renom, etc., etc. Et puis, on n'a plus qu'à faire enregistrer. Alors, je ne vous ai pas montré à quoi elle servait tout à l'heure. Donc, voilà où ça se trouve. C'est dans l'onglet Général 2, ce type et date de production. Ces 2 champs qui sont maintenant obligatoires, ils sont jaunes. Et je vais retrouver dans mon menu déroulant toute la liste que je viens de créer et je vais encoder la date. Encore un petit exemple? Encore un petit exemple parce qu'il y a 2 tables qui sont un petit peu particulières, spécifiques. Alors pour retourner à la liste des tables quand on est dans une table, il faut aller dans le menu Accès et aller chercher les tables courtiers. Et là, on va parler d'une table spécifique qui est la table de segmentation, pour les segmentations, mais c'est exactement le même principe pour les critères de mailing.
En fait, la table, elle est composée de 2 parties. On a d'abord en bas les libellés des champs. Hein, vous savez, dans les critères de segmentation, comme les critères mailing, c'est des petits points qui viennent se mettre au niveau de vos preneurs. Tout d'abord, on va nommer, grâce au libellé, ce petit champ. Et puis, on va retrouver, puisqu'il y a la possibilité d'en mettre 10, les 10 tables qui correspondent pour venir compléter les menus déroulants à l'intérieur. Je vais donc commencer par la première, les libellés de segmentation. Là, la table, elle existe, chez vous aussi. Je vais appuyer sur modifier, comme ça on est tranquille. Et il est marqué segmentation 1, 2, 3. Et moi ici, j'en ai déjà 3, donc je vais modifier mon 4e et je vais remplacer mon segmentation 4 par montant de prime. Je ne sais pas si l'exemple est le plus percutant. Vous pouvez vraiment mettre là tout ce qui vous paraît logique. Et puis, je vais enregistrer. Une fois que j'ai fait ça, j'ai adapté mon intitulé. Alors, je vais retourner dans mes tables, toujours avec mon filtre sur la segmentation, et je vais aller ouvrir la table de la segmentation numéro 4. Et là, elle est vide, donc je vais appuyer sur « Modifier » et je vais pouvoir ajouter une valeur, compléter mon code, toujours, ma description, ajouter une seconde valeur, ajouter mon code et ma description, etc., etc., jusqu'à avoir le contenu de la table qu'on souhaite. Et puis, on va appuyer sur « Enregistrer » pour voir ce que ça donne. Voilà donc mon critère de segmentation dans l'onglet Gestion interne de vos preneurs. Et vous voyez que je retrouve ma table montant de prime que je peux venir éventuellement compléter. Peut-être juste préciser que ce que vous avez déjà vu dans d'autres webinaires ou tutos, les parties segmentation peuvent être utilisées dans sélection et rapport pour incorporer les valeurs directement dans Brio. Donc là, vous devez définir à la source ce qui va être disponible dans la liste déroulante, mais au moment de l'utilisation d'une sélection, vous pourrez réinjecter de l'info qui était présente dans la liste déroulante directement sur les clients en question. On a aussi ça dans mailing, si je ne me trompe pas. Non, pour les mailings, ce n'est pas le cas, Sébastien. Par contre, c'est le cas pour les critères de classe. Donc, grâce au module sélection et rapport, vous pouvez compléter vos critères de classe, qui sont aussi une table, et vous pouvez compléter vos critères de segmentation. Je pense qu'il est temps maintenant de voir un premier sondage. Vous voyez la question à l'écran. N'oubliez pas que vous pouvez y répondre sur le bas de l'écran. Donc, votre bureau déménage. Comment changer l'adresse pour mettre à jour vos documents légaux au sein de Brio, bien évidemment. Première solution, dans la signalétique preneur du bureau. Deuxième possibilité, Portima doit le faire pour moi. Et dernière possibilité, dans la signalétique courtier. On va vous laisser répondre et on va voir un petit peu ce qui rentre comme réponse. Voilà, pour le moment, on a une personne qui a répondu. Allez-y, n'hésitez pas, c'est sur le bas de l'écran que vous pouvez répondre. Et juste en bas de votre écran. Ça augmente, super. Pour le moment, on voit une grosse différence. Hein. Oui. Il y en a certains qui demandent quand même que Portima le fasse à leur place. Alors, ça dépend, c'est pas tout à fait faux non plus, hein, Sébastien, on va revenir dessus, mais... En tout cas, le maximum de réponses ici, c'est dans la signalétique courtier. Marie-Laure, on va regarder la réponse à l'écran. Oui, hein, c'est effectivement dans la signalétique courtier. En tout cas, pour mettre à jour vos documents légaux, il suffit d'aller dans votre signalétique courtier pour modifier votre adresse. Bien entendu, idéalement, vous devez adapter l'adresse dans votre fiche preneur à vous. Et effectivement, vous devez le signaler à Portima, non pas pour qu'on modifie vos documents légaux, mais simplement pour qu'on ait la bonne adresse pour qu'on se déplace, nous, en formation ou pour recevoir vos factures, tout simplement. Marie-Laure, nous allons donc passer au troisième point de la matière d'aujourd'hui, personnaliser Brio. Et donc, vous avez de nouveau plusieurs sous-points qui sont affichés. On va voir en premier sous-point le résumé preneur, ensuite les paramètres utilisateurs, la vue des écrans, les produits et formules des compagnies non affiliées, élément qui peut être très important vu qu'on n'a pas de lien immédiat, les compléments et ensuite l'étude des documents. On va commencer par ce premier sous-point, le résumé preneur. Oui, Sébastien. Donc ici, le but, ça va vraiment être de personnaliser votre Brio pour voir ce que vous avez envie de voir et pas juste ce qu'on vous propose, nous. Et donc, on va commencer par personnaliser notre résumé preneur, ce premier
écran dans lequel on arrive quand on est sur une fiche preneur. Alors pour accéder au paramétrage du résumé preneur, il faut d'abord aller dans notre signalétique courtier, donc le petit bonhomme, et puis signalétique courtier. Il y avait déjà beaucoup d'onglets dans cette signalétique courtier, on en a donc caché d'autres ailleurs, et je vais donc aller dans le menu accès, chercher données, courtier, suite, c'est la suite de notre signalétique courtier, et je vais donc aller dans l'onglet détail du résumé preneur. Et puis je vais appuyer sur modifier pour modifier les éléments dont j'ai besoin. Rappelez-vous, ici on est dans la signalétique courtier, ça veut dire que je vais paramétrer mon résumé preneur pour l'ensemble des utilisateurs du bureau. Dans la première partie de cet onglet, on va d'abord personnaliser le tag qu'on visualise à côté du nom de notre preneur dans le volet de gauche. Rappelez-vous, je vous montre tout de suite après de quoi je parle si vous visualisez pas bien. Dans ce tag, vous allez avoir le choix de choisir critères de la classe, code alerte, éventuellement le segment de la matrice de Boston si vous disposez de Brio Analytics. Et en dessous, on va personnaliser les informations qui seront visibles en bas du volet de gauche de notre client. Donc on peut cocher ou décocher les informations dont on a besoin. Pour vous montrer ce que c'est, de quoi je parle, ben voilà notre volet de gauche sur notre fiche preneur, avec en couleur juste à côté du nom le critère que j'ai choisi. Ici, c'est mon critère de classe. Et juste en dessous du volet, ben les différents éléments que j'ai cochés éventuellement. Pour rappel, si vous passez votre souris, juste à côté, vous avez un petit écrou qui apparaît et vous pouvez personnaliser aussi à partir de votre volet preneur. Et donc pour que ça puisse s'afficher, il faut absolument que vous ayez encodé les données dans Brio, sinon on ne sait rien afficher, ça paraît logique, mais on préfère le préciser. Effectivement, Sébastien. Et dans la deuxième partie de l'écran, on va personnaliser ce qu'on veut voir dans notre résumé preneur, quel onglets doivent être visibles dans mon résumé preneur et donc je peux cocher ou décocher pour enlever ou rajouter des onglets au niveau du résumé preneur. Et dans la deuxième colonne, je vais choisir l'onglet qui va s'afficher en premier, l'onglet par défaut, et donc je vais venir cocher. Ici, j'ai pris sinistre, peut-être j'aurais dû choisir autre chose. Marie-Laure, donc si moi je travaille plutôt du côté sinistre, je peux cocher à ce niveau-ci l'option pour que ça s'affiche chez moi correctement? Alors l'inconvénient, si on va dans la signalétique courtier pour dire qu'on a envie de voir l'onglet sinistre, ben, c'est que mon collègue qui fait de la production, ben, il aura aussi l'onglet sinistre et lui, ça l'arrange peut-être pas. Vous allez voir tout de suite après dans le point suivant que on va pouvoir éventuellement personnaliser le résumé preneur pour l'utilisateur. Alors ici, on devrait se reconnecter. Je vais dire non, vous avez compris le principe. Juste pour vous montrer un petit exemple de notre résumé preneur une fois paramétré. Le voilà avec en haut les onglets que j'ai choisis et celui qui se montre en premier, c'est bien l'onglet sinistre. Ce que je viens de faire, c'est pour tous les utilisateurs du bureau. Super, donc comme vous le voyez, vous pouvez ajouter, supprimer des choses ou demander qu'un onglet s'affiche à l'écran par défaut. Passons maintenant au deuxième sous-point du point 3, les paramètres utilisateurs. Marie-Laure, on t'écoute. Là, ça va permettre, ce paramétrage utilisateur, de personnaliser le brio de l'utilisateur qui se connecte. Plusieurs points dans ce paramétrage utilisateur, notamment le résumé preneur, mais bien d'autres choses. Tout d'abord, on va aller chercher un autre paramétrage utilisateur, vous l'avez vu tout à l'heure, le petit bonhomme utilisateur, mes données. Mais cette fois, on ne va pas s'arrêter sur le premier écran, on va commencer par l'onglet Préférences. Et je vais appuyer sur Modifier. Premier élément que je vais pouvoir choisir en tant qu'utilisateur, c'est quel est l'écran de démarrage je veux voir quand je démarre mon brio. Est-ce que je veux voir l'écran de recherche ou mon journal d'activité et Brio Today pour nos courtiers PLW. C'est un choix de l'utilisateur. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment sympathique que quand j'arrive le matin et que j'ouvre mon Brio, de voir directement la liste des choses à faire sans forcément être obligé de penser à y aller. Et puis, je pense que toi, Sébastien, tu conseilles aussi de laisser
l'écran avec le journal d'activité ouvert et puis de travailler dans un deuxième onglet pour avoir tout le temps en permanence son journal d'activité accessible facilement. C'est très pratique pour garder une vue sur la journée complète de ce qu'on est censé faire, en effet. Deuxième chose qu'on peut paramétrer en tant qu'utilisateur, c'est le type de bloc retour qu'on veut voir. Vous savez, vous allez dans Portima Connect, puis vous faites vos messages reçus et vous visualisez tous les messages. Si vous faites uniquement de la production ou uniquement du sinistre, peut-être que vous allez systématiquement à gauche mettre un filtre pour ne visualiser que les messages de production ou que les messages sinistres. Si vous allez dans vos préférences utilisateurs, vous pouvez directement dire à Brio que vous ne voulez voir que les messages production, et donc ça vous permet de limiter les messages et de ne voir que les blocs retours qui vous concernent. Super pratique. Juste en dessous, je vois la partie Brio Messenger. Tu vas nous en parler, et qu'est-ce que c'est exactement Brio Messenger? Alors Brio Messenger, vous le savez, c'est le petit pop-up qui vient se montrer quand vous ouvrez votre Brio. De nouveau, je vais vous montrer juste après ce que c'est pour ceux qui ne visualisent pas bien. Et là, dans les préférences utilisateurs, on va cocher ce qui doit être mentionné à l'intérieur de ce Brio Messenger. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est sans doute très important d'aller vérifier que les deux éléments concernant MyBroker sont bien cochés pour que vous soyez informés qu'il y a des demandes ou des conversations qui sont arrivées par MyBroker. Les autres sont importants aussi, mais ces deux-là sont sans doute plus essentiels que les autres parce qu'il ne faut pas penser tous les matins à aller voir dans la boîte à messages MyBroker. Et voilà, Sébastien, le petit Brio Messenger, il est là dans le coin de mon écran Brio. On voit différents messages qui s'y affichent. Est-ce que c'est cliquable? Bien sûr, Sébastien, c'est aussi un outil de navigation. Ça veut dire que si le Brio Messenger me dit « il y a une conversation MyBroker non lue », en cliquant dessus, il va m'ouvrir la plateforme de conversation. Donc c'est très pratique. Après, parfois, on n'a pas toujours le temps de cliquer dessus, mais c'est très, très pratique. Autre élément qu'on va pouvoir personnalisé en tant qu'utilisateur, c'est notre journal d'activité et puis les autres journaux d'activité aussi. Avant de paramétrer et de personnaliser nos journaux d'activité, la première chose que je vais pouvoir venir mentionner, c'est quand je choisis de reporter une activité. Vous savez, via le menu hamburger, vous avez la possibilité de reporter votre activité. Vous allez pouvoir dire 99% du temps, quand je reporte une activité parce que je n'ai pas eu le temps de la faire ou parce que je n'ai pas reçu de nouvelles de mon client, je la reporte à... Et ici, on va dire 7 jours, par exemple. Deuxième chose que vous pouvez paramétrer, personnaliser, je mélange mes mots, c'est votre journal d'activité en tant qu'utilisateur. Alors, les activités du jour, vous n'avez pas le choix. Les activités en retard, vous avez le choix, mais je vous conseille quand même vraiment de les visualiser. Après, vous pouvez éventuellement cocher ou décocher les activités futures. Et les activités clôturées, comme c'est déjà fait, ça serait alourdir l'écran. Oui, parce qu'ici, c'est vraiment mon journal d'activité utilisateur. Le but, c'est de voir ce que j'ai à faire, pas ce que j'ai fait dans la journée. Et juste en dessous, on va pouvoir choisir si on veut voir juste son journal d'activité ou si on veut visualiser le journal d'activité de tous ses collègues qui font partie du service. Alors ici, tout à l'heure, vous avez peut-être vu, j'avais 4 services. Là, je n'en ai plus que 2 parce que là, je vais visualiser exclusivement les services dont je fais partie. Juste en dessous, on va paramétrer le journal d'activité du preneur au niveau du contexte preneur. Donc, quand vous allez sur le petit bouton en haut à droite en haut de votre écran preneur. Et on va cocher si on veut voir les activités du jour, les futures, les clôturées ou les en retard. Et juste en dessous, on va dire, est-ce que je veux voir exclusivement les activités liées au preneur? Mais si je coche la petite case juste là, je vais dire, je vais voir celles liées au preneur, au contrat, au sinistre et aux objets de risque. Alors si j'essaye d'un petit peu détailler ce que tu nous entoures ici, moi ce que j'aime bien aussi voir, c'est les activités clôturées. Pourquoi? Parce qu'au moins quand je suis sur la fiche du client, je peux voir l'entièreté du dossier, même ce qui a déjà été fait. Et donc en fonction de l'échange qu'on a avec nos collègues, on sait immédiatement voir ce qu'on a fait sur la fiche du client. Donc moi je trouve ça très pratique. Est-ce que c'est ton avis aussi? Eh bien moi je ne le vois pas comme ça, Sébastien. Moi, je préfère, quand je consulte le journal d'activité de mon preneur, voir exclusivement ce qu'il y a à faire dans tous ces dossiers. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, je vois uniquement ce qui est à faire et dans tous les contextes confondus. Et on voit, parce que la vie de Sébastien n'est pas mauvaise, je pense que le mien non plus, tout à fait. On voit qu'en fait, ce paramétrage, il doit vraiment être propre à votre ressenti, à votre utilisation du journal d'activité. Et
à votre façon de travailler dans Brio. Par contre, dans la troisième partie de l'écran, en ce qui concerne le paramétrage lié à un contexte spécifique, sinistre ou contexte, là, moi, toi aussi je suppose, je visualise l'entièreté des activités, y compris les clôturées, le but étant de savoir ce qu'il y a à faire, mais aussi ce qui a été fait dans le cadre d'un sinistre, par exemple. Alors ici, tu as parlé du journal d'activité, mais on a aussi le petit icône Brio Today. Effectivement, Sébastien, on a aussi un petit onglet pour Brio Today. Et dans Brio Today, on va pouvoir paramétrer, si on veut voir le Brio Today de l'utilisateur, du bureau ou du service. Et on va pouvoir choisir juste en dessous, alors ici, je dois sélectionner mon service. Et juste en dessous, on va sélectionner quel onglet on veut visualiser, je n'aime pas ce mot, il n'y a rien à faire. Visualiser dans notre Brio Today. Et puis, quel est l'onglet qu'on va visualiser en premier, l'onglet par défaut. Moi, ici, j'aime bien montrer le journal d'activité plutôt que les tâches, puisque dans le journal d'activité, je vais voir aussi les fameuses activités automatiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ce qui est possible de faire ici, c'est qu'on demande dans Brio Today qu'il affiche exactement notre journal d'activité, mais que dans le journal d'activité, il affiche l'entièreté du bureau, d'un service. Donc, on peut faire une différence entre les deux. Ça peut être très pratique. C'est vraiment personnalisable en fonction de l'utilisation qu'on en a effectivement. Et donc, vous voyez ici mon Brio Today qui a été personnalisé. J'ai pris ma capture d'écran avant d'avoir ajouté ma photo, sinon c'est dans le petit rond jaune en haut que vous visualiseriez la photo. Dernier élément qu'on peut paramétrer, Sébastien, personnaliser, c'est le fameux détail du résumé preneur. Et vous voyez ici, il y a une astuce. Je suis en modification et pourtant, toutes les cases sont grises, je ne peux rien modifier. C'est quoi l'astuce? C'est que ce n'est pas en modification qu'on va adapter le résumé preneur. Je vais donc enregistrer et ne pas me déconnecter. Maintenant que je ne suis plus en mode modification, si vous regardez dans le menu Action, vous avez la possibilité de déroger aux paramètres courtiers qu'on a fait juste avant au niveau du résumé preneur. On doit confirmer en cliquant sur oui, et là on va venir adapter, bien sûr les éléments liés au preneur, mais surtout en dessous on va personnaliser ce qu'on veut dans notre résumé preneur. C'est donc plus logique pour un gestionnaire sinistre de l'adapter au niveau de sa fiche utilisateur que de le modifier dans la signalétique courtier pour tous les utilisateurs du bureau. Donc ici, on se rend bien compte de la différence entre la modification courtier qui est pour l'ensemble du bureau ou la modification utilisateur qui est vraiment pour votre écran et non pour l'ensemble du bureau. Exactement, c'est très pratique. Je propose donc maintenant de passer au point suivant. Comme vous pouvez le voir à l'agenda, on est au 3e point sur personnaliser Brio. On a déjà vu 2 gros sous-titres. Maintenant, on va aller dans la vue des écrans. L'heure file, on va essayer d'aller le plus rapidement possible tout en expliquant quand même le mieux possible aussi les différents points. Accrochez-vous. Je relaisse la parole à Marie-Laure. Alors ici, je vais donner un exemple de personnalisation de la vue, Sébastien, au niveau de la vue des contrats de mon preneur. Il faut savoir que cette personnalisation de la vue que je vous montre maintenant pour la vue des contrats preneurs, elle est accessible dans tout ce que vous voyez dans Brio, votre journal d'activité, les éléments d'une recherche, la vue des objets de risque, vraiment partout. Alors moi, j'aime bien travailler la personnalisation de la vue directement dans la vue de mes contrats, donc je vais aller chercher dans le menu accès la vue de mes contrats, et là le but, ça va être de personnaliser vraiment les colonnes en fonction de nos besoins. Et pour ça, on va aller chercher le petit écrou noir, pas le blanc, le petit écrou noir qui se trouve en haut de l'écran, et on va ouvrir le pop-up. Premier pop-up, on va venir sélectionner dans les différentes possibilités qui nous sont offertes, quelles colonnes on veut voir. Donc on va cocher les colonnes pour les ajouter, décocher celles qu'on ne veut pas voir. Deuxième possibilité, vous voyez au bout de la ligne, il y a un petit menu déroulant avec des tailles de vêtements. En fait, c'est la taille des colonnes. Et donc, on va pouvoir choisir si la colonne doit être un peu plus grande ou un peu plus petite en fonction de vos besoins. Troisième possibilité, on va changer l'ordre. Et pour cela, je vais venir cliquer sur l'élément que je veux déplacer, le positionner au bon endroit pour adapter l'ordre de mes colonnes. Juste au-dessus, on va pouvoir choisir
parce que là, c'est ce que je vois à l'écran. Et vous savez que pour le journal d'activité, par exemple, ou pour la vue des contrats, vous avez la possibilité d'exporter en Excel ou d'imprimer ces écrans. Et si vous souhaitez imprimer différemment de ce que vous voyez à l'écran, il suffit de venir décocher la petite case qui se trouve en haut pour venir ouvrir le deuxième onglet. Et dans ce deuxième onglet, alors, vous allez pouvoir adapter les colonnes que vous souhaitez voir dans l'impression, l'export Excel. Dans la vue des contrats, je ne suis pas sûre qu'on exporte souvent. Pour l'export du journal d'activité, par exemple, c'est essentiel. Moi, j'ai besoin de voir si elle est ouverte ou clôturée, l'état en retard. Si je l'imprime pour mon client, il n'a pas envie qu'il soit écrit en toutes lettres en retard. Donc, il y a des colonnes que je vais visualiser pour moi, mais pas imprimer. Dernier onglet, c'est l'ordre de tri. Dans quel ordre est-ce que je veux que mes colonnes se trouvent? Première colonne, je vais choisir sur quels critères de classement doivent être classés mes contrats. Et deuxième critère, dans quel ordre, alphabétique ou non. Si vous êtes LRA au bureau et que vous souhaitez que le paramétrage que vous venez de mettre en place soit disponible pour tous les autres utilisateurs, vous pouvez cocher cette petite case là, sauvegarde de la personnalisation pour le bureau. Et à ce moment-là, quand les utilisateurs vont se reconnecter, ils auront en plus à côté du OK valeur bureau et en cliquant dessus, ça viendra adapter en fonction de ce que vous avez choisi. Ça permet d'avoir une cohérence. Maintenant, la cohérence n'est pas toujours évidente parce qu'un gestionnaire sinistre n'a pas forcément besoin d'avoir la même chose qu'un gestionnaire production. Et je fais OK, et mes colonnes sont automatiquement adaptées. Elles sont adaptées dans la vue de mes contrats, mais si je retourne chez mon preneur, elles sont adaptées également dans mon résumé preneur. Et je vais même aller plus loin que ça. Si je vais chez un autre client, c'est adapté aussi dans mon autre client. Ça veut dire que quand je personnalise la vue, des contrats preneurs, des sinistres preneurs, etc., je vais le personnaliser une fois. Je ne dois pas faire ça pour chaque client, c'est enregistré et ça reste pour les clients suivants. Donc c'est un paramétrage qu'on ne fait qu'une fois normalement. Merci Marie-Laure pour la vue des écrans. Autre chose à dire sur ce point-là? Juste un dernier détail. Moi, j'aime bien partir de la vue des contrats pour personnaliser la vue, mais vous pouvez le faire aussi à partir du résumé preneur. Si vous cliquez sur le menu hamburger qui est devant la colonne, en bas, vous avez la possibilité d'accéder au pop-up de personnalisation de la vue à partir du résumé preneur. Super, merci pour les explications. Passons maintenant au point suivant, au sous-point suivant pour être exact, les produits et formules de compagnie non affiliées. Qu'est-ce qu'on peut réellement modifier là-dedans? Peux-tu nous expliquer un peu plus, Marie-Laure? Alors les formules et les produits compagnie non affiliés, c'est vrai que c'est du travail, je ne vais pas vous le cacher, il faut aller les créer dans votre programme Brio, mais c'est drôlement pratique parce que ces formules, les produits compagnie, notamment les produits, ils sont visibles sur le premier écran du contrat. Alors si je prends un exemple chez DKV, DKV, en fonction du type de produit, il y a des franchises un peu spécifiques. Moi, je n'ai pas forcément envie de devoir les fouiller dans mes conditions particulières ou sur le site de DKV pour savoir exactement ce que c'est. Si je crée mon produit DKV Hospice Select ou AS+, AS2000 ancien, je sais directement quel type de produit c'est. Et donc, c'est beaucoup plus facile et je vais gagner du temps, même si je dois prendre un peu de temps pour les créer. Alors, comment est-ce qu'on les crée ? D'abord, on va aller dans notre écrou blanc et on va aller accéder aux tables des codes. Ce n'est qu'un chemin. Donc, outils, table des codes. Et puis, dans le menu accès, on va avoir accès à pas mal de choses. Et là, je vais aller chercher mes produits pour mes compagnies non affiliées. En cliquant sur chercher, je vais voir ce que j'ai déjà créé éventuellement. Et pour créer un nouveau produit, je vais à gauche, dans le menu action, créer un nouveau produit compagnie. Comme on l'a eu tout à l'heure dans les tables des codes, il est essentiel de coder notre produit. Donc là, c'est aléatoire, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, on va aller sélectionner notre compagnie. Soit on connaît le numéro FSMA par cœur de DKV, soit on utilise la loupe pour rechercher DKV. Et à ce moment-là, en cherchant, on va pouvoir venir sélectionner notre compagnie. En dessous, on va venir mettre une description de notre produit. Si vous avez les collaborateurs des clients néerlandophones ou germanophones ou anglophones, n'oubliez pas de compléter les 4 cases. Et enfin, on va venir lier notre produit à un domaine spécifique à l'aide du menu déroulant. Ici, je vais choisir l'individuel.
Alors, je ne sais pas si c'est le cas en vrai parce que je ne travaille plus chez les courtiers depuis longtemps. S'il y a un deuxième domaine lié, grâce au menu Action, on va pouvoir ajouter un deuxième domaine. Et donc, ici, mon produit Hospiflexi, on peut aussi l'avoir dans les assurances de groupe. À ce moment-là, je peux venir ajouter mon deuxième domaine pour les collectives. Tu as parlé d'encoder sur une compagnie, sur plusieurs domaines différents. Est-ce qu'on peut faire par rapport à des comptes producteurs différents ou on gagne du temps et on ne doit pas le faire sur tous les comptes producteurs ? Non, ici, normalement, les produits des compagnies, ça ne dépend pas des comptes producteurs. Donc, c'est vraiment ici pour la compagnie avec laquelle on travaille. Pour vous montrer où ça se trouve dans la fiche du contrat, les produits compagnie, ça se trouve dans l'onglet Général 1. Et à l'aide de la loupe, vous pouvez aller sélectionner le produit dont vous avez besoin et ça vous permet de visualiser directement à l'écran quel type de contrat c'est. Ça, c'est au niveau du domaine, Sébastien, où je vais pouvoir travailler mon domaine avec mon produit spécifique. Si maintenant, dans chaque produit, il y a une formule spécifique, si on prend Osager, même si eux, c'est une compagnie affiliée, oui, je ne l'ai pas dit pour les produits, c'est le cas aussi pour les formules. Tout ce qui est produits et formules des compagnies affiliées chez Portima, la liste, elle est intégrée dans Brio, elle existe. Et donc, même pour des contrats que vous devez créer manuellement, parce que pour l'instant, peut-être que Jean Verheyen ou Europe Assistance n'envoie pas encore de bloc retour, mais ce n'est pas grave, les produits sont dans Brio et donc à l'aide de la loupe, vous pouvez aller les rechercher. Ici, on parle bien des compagnies non affiliées, pas d'encodage pour les compagnies affiliées, évidemment. Si je veux maintenant spécifier sur une formule, comme chez AG, on a le pack piscine ou le pack jardin, c'est pour l'exemple, ici, je vais aller dans mon menu accès chercher mes formules compagnie non affiliées. Et à ce moment-là, pareil, si je fais chercher, je visualise ce que j'ai déjà créé. Et dans le menu action, je vais pouvoir créer une nouvelle formule. Là aussi, un code obligatoire, libre, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, on va venir sélectionner la garantie. Alors, la garantie, il faut utiliser impérativement la loupe. Et on va visualiser l'ensemble des garanties. Et là, j'ai envie de dire qu'il faut impérativement utiliser le filtre pour retrouver la bonne garantie dont on a besoin. Moi, ici, je vais mettre une formule sur les pré- et post-opératoires. Je vais donc mettre un filtre post. Voilà, je vais appuyer sur filtrer. Et vous voyez que chaque garantie affichée dans l'écran, elle est liée à un domaine. Donc, il est important de venir sélectionner le bon domaine au niveau de la formule. On vient encoder la compagnie. On peut mettre une date de début, une date de fin, mais ce qui est très important, évidemment, c'est de venir encoder la description de notre formule et bien sûr, beaucoup de paramétrage. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble alors du côté utilisateur quand on est dans un contrat, par exemple ? Oui, tout à fait, Sébastien. Quand on est dans un contrat et qu'il y a des formules existantes, alors vous l'avez peut-être déjà vu dans vos contrats des compagnies affiliées, AXA, Baloise, vous avez accès là à la liste des formules qui se trouvent là et vous pouvez donc sélectionner la formule dont vous avez besoin. L'avantage donc ici, c'est que tout soit directement accessible. Ça prend de nouveau du temps peut-être d'encodage, mais par la suite vous gagnerez du temps et ça pourra surtout permettre d'être beaucoup plus précis sur les différents éléments qui sont encodés dans le contrat. Passons maintenant au point d'agenda suivant, les compléments. Les compléments, c'est donc les différentes cases qui n'existent pas dans Brio et que vous voudriez quand même en créer. Généralement, on vous conseille, avant d'aller en créer, d'aller vérifier un petit peu dans les différents onglets si la case existe. N'hésitez pas de revenir vers nous aussi pour poser la question, parce que peut-être que vous ne connaissez pas l'entièreté des champs disponibles dans Brio. Et donc, pour éviter de faire des doublons, ne créons pas immédiatement le complément. Maintenant, c'est une chose qui est faisable, ça ressemble un petit peu à l'Access, où on va définir certaines valeurs dans certaines cases, des codes cachés, etc. Et donc Marie-Laure va nous en dire un petit peu plus sur ce point-ci. Les compléments, donc on va créer un complément parce que j'ai besoin d'un champ complémentaire à un endroit, Sébastien l'a dit. Les compléments, c'est comme pour les formules et le produit compagnie, on va aller les chercher via les tables des codes et on va aller dans notre menu Accès, chercher la liste de nos compléments. En cliquant sur Chercher, vous visualisez ceux qui sont déjà créés. Alors ici, dans la base de données, on en a plein. Peut-être que chez vous, il n'y en a pas du tout. Et pour créer un nouveau complément, on va aller à gauche dans le menu Action. Comme toujours, dans notre base de données, on choisit un code. Alors moi, je l'ai codé. Ici, je vais faire quoi ? En fait, je vais ajouter un complément valeur de l'expertise sur mes bâtiments, parce que je fais du crédit, par exemple. J'ai donc choisi EXP comme code.
La case-là, elle est relativement importante. Est-ce que ce complément que j'ajoute dans ma fiche preneur, il doit être imprimable ou exportable? Les compléments, vous avez la possibilité de les montrer dans MyBroker et puis ils s'impriment aussi sur la synthèse personnalisée. Donc, c'est à vous à choisir si oui ou non ils doivent être imprimés. En dessous, on va venir choisir quel type de données on encode, un montant, un champ, n'importe. Ici, alphanumérique pour du texte libre. Ici, valeur de l'expertise, c'est un montant. Je dois encoder la longueur de mon champ. La longueur du champ, c'est combien de caractères je vais mentionner à l'intérieur de mon champ. Et pour les montants, on précise également le nombre de décimales. On vient mettre une description, ici juste en français, n'oubliez pas dans les autres langues. Et en dessous, c'est très important, on va venir dire à quel endroit de Brio mon complément valeur de l'expertise doit être présent. Je vais donc d'abord le lier à une classe, c'est-à-dire un des contextes Brio, contrat, sinistre, objet de risque, intervenant, ici objet de risque. Et puis dans la sous-classe, je vais aller choisir le sous-contexte, ici je vais sélectionner bâtiment. Si le complément doit être présent dans tous les objets de risque, par exemple, vous pouvez choisir général pour tous les mettre. Je vais prendre ici mon bâtiment. Ensuite, je vais choisir si mon complément doit être repris automatiquement. À chaque fois que je vais créer un nouveau bâtiment, je veux que mon champ valeur de l'expertise soit présent. Et puis, je peux rendre la valeur obligatoire. Alors là, tout dépend pourquoi vous ajoutez le complément, mais vous pouvez rendre la valeur obligatoire. S'il doit être lié à un autre type d'objet de risque, par exemple les terrains, je vais dans le menu Action et je vais sélectionner mes informations pour aussi le mettre sur un terrain. Et puis, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Et donc, qu'est-ce que ça donne exactement sur l'écran Brio de nos utilisateurs? Voilà, je suis dans mon écran Brio au niveau de mon objet de risque bâtiment et j'ai mon onglet complément avec les petites étoiles pour dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur et je vais pouvoir aller mettre mon montant d'expertise à l'intérieur. C'est un exemple comme un autre. Ce n'est pas forcément pertinent pour l'ensemble des courtiers qui nous regardent le complément ici. Les compléments, il y en a de toutes les sortes. C'est vraiment si vous en avez besoin. Tu as un autre exemple? Oui, j'ai un autre exemple, Sébastien, et je vais donc créer un nouveau complément. Autre exemple, pourquoi? Parce que j'aimerais montrer aux courtiers qu'il est possible de créer des compléments avec un champ où on va écrire dedans, comme on l'a fait tout à l'heure pour la valeur de l'expertise, mais qu'il est aussi possible de créer des compléments dans lesquels il y a des menus déroulants. Alors ici, j'ai choisi de créer un complément fumeur. Pourquoi? Parce que je fais des soldes restant dus, que je dois le mentionner dans mon contrat et que j'aime bien le savoir, que ce soit noté dans Brio. Et là, c'est très important. Si vous voulez un menu déroulant, vous devez impérativement choisir alphanumérique et vous devez impérativement avoir une longueur égale à 9. Et vous voyez qu'en mettant 9, j'ai un petit onglet valeur qui est apparu. Alors avant d'y retourner, je vais compléter la description de mon complément et puis je vais venir mettre à quel endroit de Brio il doit se trouver. Et puis, je vais aller dans mon onglet « Valeurs ». Et dans cet onglet « Valeurs », en fait, je vais venir préciser quels sont les éléments qui doivent être présents dans mon menu déroulant. Et pour ça, je vais dans le menu « Action », c'est toujours la même chose, Brio, et je vais ajouter une valeur. D'abord, un code. Vous pouvez mettre des numéros. Moi, ici, j'ai mis « Oui » comme code. Une langue. Et puis, une description. Et on le refait pour tous les éléments dont on a besoin, que ce soit éléments en français et éléments en néerlandais si on travaille dans un bureau bilingue, par exemple. Merci Marie-Laure pour ces options qui sont légèrement cachées. Et donc, de nouveau, ma question habituelle, à quoi ça ressemble lorsqu'on rentre dans Brio en tant qu'utilisateur? Alors ici, on a vu où était l'onglet complément dans les anciens écrans de Brio, je vais le dire comme ça. Ici, les compléments dans l'onglet gestion interne de vos preneurs. Et vous voyez ici mon petit menu déroulant avec les possibilités de le remplir, obligatoire ou non aussi. Super, merci pour ces informations. Alors, il est déjà 11h, on va essayer d'avancer un maximum pour voir tous les points ensemble. Excusez-nous déjà si jamais on déborde légèrement par rapport à l'horaire proposé. Ensuite, donc, le sous-point suivant, c'est les tuiles des documents. Lorsque vous êtes sur un preneur, par exemple, vous avez un onglet documents dans lequel on peut
ajouter des choses, comme la fiche client. Si on prend une personne physique, on a d'autres informations comme la carte d'identité ou le permis de conduire. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est possible de faire sur cette étape de tuiles? Oui, donc le but ici, ça va être de rajouter des tuiles en plus des tuiles qu'on connaît déjà, fiche client, personne physique, personne morale, carte d'identité et permis de conduire. Les tuiles de documents, toujours au même endroit, on passe par les tables des codes et puis on va dans le menu Accès, chercher les tuiles de documents. Là aussi, si on appuie sur Chercher, on voit ce qui est déjà créé. Et là aussi, pour en créer une nouvelle, on va dans le menu Action. Ici, qu'est-ce que je vais créer, Sébastien? Parce que autant quand même être concret. Moi, pour mes personnes morales, j'aimerais que dans l'onglet Preneur, en plus d'avoir la tuile pour la fiche client, j'ai une tuile pour avoir facile pour ranger les statuts de l'entreprise que je demande systématiquement. Je vais donc créer une tuile complémentaire pour les statuts. Première chose à faire, c'est de venir sélectionner le type de document qu'on va avoir besoin, envie d'ajouter. Ensuite, on a la possibilité, alors ici pour les statuts, c'est absolument pas pertinent, d'ouvrir la possibilité de créer des recto verso, comme on a pour la carte d'identité ou le permis de conduire, pardon. Et juste en dessous, alors pour le moment, ces tuiles de documents, elles n'existent que sur vos intervenants, preneurs et prospects. Donc on va venir choisir intervenant et on va venir sélectionner preneur. Et puis on va venir sélectionner où ça doit se trouver dans la fiche. Est-ce que ça doit se trouver chez les personnes physiques, chez les personnes morales ou dans les groupements? Si je veux aussi que cette tuile soit présente dans mes prospects, je recommence, action, et puis je viens compléter les éléments juste en dessous et je n'ai plus qu'à enregistrer. J'ai donc ainsi créé une nouvelle tuile pour mes personnes morales en fonction de mes besoins. On peut imaginer voir de nouveau à quoi ça ressemble sur les écrans ici. Voilà. Dans l'onglet Documents, comme on vient de dire, on voit la tuile que Marie-Laure vient d'ajouter. Très pratique. Sur une personne physique, on pourrait peut-être faire les attestations de sinistralité. C'est une possibilité. Si vous avez différentes versions, c'est aussi possible de le faire. Donc on pourra ajouter des versions complémentaires. Oui, ça dépend vraiment des documents que vous demandez systématiquement à vos clients. Ça permet aussi au gestionnaire de se souvenir qu'il doit poser la question, puisque dans cet onglet Documents, il va voir que c'est pas là. Donc c'est un plus pour avoir facile pour les ranger, et puis un plus pour se souvenir qu'on en a besoin. Merci Marie-Laure pour ces différentes réponses à nos questions. Passons maintenant sur une question que moi je vais vous poser. Quel écran de démarrage est le plus adapté à vos besoins? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment par rapport à votre utilisation à vous. Si vous apprenez que ça existait et que vous ne le saviez pas par exemple, n'hésitez pas ici donc à répondre. Le journal d'activité, première solution. Deuxième, l'écran de recherche. Et troisième, Brio Today, comme le choix qui était proposé à tout à l'heure lorsque Marie-Laure nous l'a expliqué. On vous laisse quelques instants pour y répondre et je vais en même temps aller voir ce que vous avez pu répondre ici. Voilà, donc on voit rentrer les différentes réponses. C'est assez mitigé. Exactement. Ah, ça change un petit peu. On va tirer vers le journal d'activité, on dirait. Oui, c'est effectivement un bon choix. Après, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est en fonction vraiment de vos besoins. Je rappelle juste le petit plus si on a le journal d'activité à l'écran, c'est que ça permet toujours d'avoir une vue globale de ce qu'on est censé faire dans la journée. Donc c'est quand même très pratique aussi. Maintenant, on dit bien, on ne juge pas. C'est votre choix personnel. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant de passer au point 4, gagner du temps grâce au paramétrage. Et pour ce faire, vous avez les différents sous-points qui sont énoncés ici à l'écran. Les paramètres d'envoi, commençons par ça. Oui. De quoi se retourne exactement, Marie-Laure, ce point-ci? Alors, le paramètre d'envoi, on part dans une partie un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus essentielle encore que tout ce qu'on vous a montré, même ce qu'on vous a montré avant était important. Les paramètres d'envoi, ils vont vous permettre de choisir le contenu de votre activité lorsque vous envoyez un mail, par exemple, ou encore de permettre des activités de suivi quand vous envoyez un MPB. Et je vais tout de suite vous montrer en quoi c'est utile. Toujours, ça se paramètre via notre signalétique courtier, le petit bonhomme, la signalétique courtier. Et je vous laisse deviner le nom de l'onglet « Envoi ». Je vais appuyer sur « Modifier » afin de pouvoir ajouter des paramètres d'envoi. Et comme toujours en Brio, si je veux faire quelque chose, je vais à gauche dans le menu
action et je vais commencer par adapter ce qui se passe lorsque j'envoie un mail. Alors il y en a déjà un qui est caché finalement le paramètre d'envoi parce que quand vous envoyez un mail, vous avez une activité qui se crée avec un certain contenu. Mais moi, je vais choisir, est-ce que oui ou non, alors celle-là, il faut la laisser cocher toujours, je vous la montre, mais laissez-la cocher. Est-ce que quand j'envoie un mail, il faut qu'une activité se crée? Oui. Est-ce que cette activité doit être ouverte ou clôturée? Personnellement, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'elle soit clôturée et éventuellement aller chercher une activité de suivi. Mais de nouveau, c'est votre choix, on n'a pas la science infuse sur le paramétrage de Brio, ça dépend comment vous travaillez. Ensuite, je vais choisir le genre d'activité, communication évidemment, et le type d'activité email envoyé. Bon, jusque-là, ce n'est pas très compliqué et pas très utile, ça le faisait déjà. On vient choisir aussi le type d'archivage. Ça se faisait déjà, donc ce n'est pas forcément nécessaire. C'est maintenant que vient l'utilité du paramètre d'envoi. C'est sur le contenu de l'activité. Imaginez-vous, à chaque fois que vous envoyez un mail, l'activité s'ouvre et à chaque fois, vous effacez ce qui a marqué dedans pour mettre quelque chose qui correspond mieux à vos besoins. Si vous faites ce paramétrage, c'est terminé. Plus besoin d'effacer et de réécrire. Vous allez avoir accès exactement à ce que vous avez besoin. Vous pouvez choisir de cocher, est-ce que je veux voir le destinataire, le sujet ou l'entièreté du contenu. Ça, c'est ce qui est fait par défaut. Si vous effacez systématiquement parce que vous mettez mail à, concerne, etc., à ce moment-là, on va utiliser la petite partie du dessus, le texte figé, et dans la case texte figé, on va écrire ce dont on a besoin. Ici, j'ai mis mail à, vous pouvez mettre tout ce que vous imaginez comme texte figé. Réfléchissez à ce que vous faites au quotidien au niveau de vos activités. Et puis, on est obligé de venir préciser le type de stockage de notre document lié. Pour rappel, le type de stockage, comme le mode d'archivage, c'est uniquement pour les utilitaires de nettoyage qu'on va paramétrer ces choses-là. Et puis, on peut choisir, est-ce que quand j'envoie un mail, je veux que l'activité s'ouvre, c'est la fameuse édition, et est-ce que cette activité doit être systématiquement visible dans l'application MyBroker. Peut-être juste préciser que lorsqu'on utilise ces systèmes automatiques et qu'on ne paramètre pas ça, dans le journal d'activité, vous allez avoir à qui vous envoyez, ensuite le sujet ou l'objet du mail si vous préférez, et puis le contenu. Et donc pour pouvoir lire un journal d'activité où ça commence par A, qui on a envoyé, ça devient plus compliqué. Il faudrait alors passer sa souris sur le message en question, attendre que le petit message s'affiche et qu'on puisse lire le contenu. C'est ça que Marie-Laure disait, c'est toujours pratique et beaucoup de bureaux le font. Ils délitent le contenu et ils renotent ce qu'il faut réellement avoir à l'écran. Et donc là, ça va vous faire vraiment gagner beaucoup de temps pour ceux qui pratiquent le delete et qui renotent autre chose. Et juste le acquis, c'est pas très compréhensible pour les collègues qui prennent la main, donc n'hésitez pas à passer un petit peu de temps à paramétrer ça, vous allez en gagner vraiment beaucoup par la suite. Marie-Laure, d'autres points dans cet affichage-ci? Non, on va montrer à quoi ça ressemble, Sébastien, si tu veux. Hop, voilà mon mail qui est envoyé avec le contenu que j'ai choisi. Moi, je voudrais vous montrer un deuxième exemple. Pourquoi je vous fais un deuxième exemple? Parce que j'aurais pu vous l'expliquer à cet endroit-ci, parce que je trouve qu'à cet endroit-ci, ce n'est pas pertinent derrière les mails. Je vais donc faire un deuxième exemple. Je vais donc créer un deuxième paramètre d'envoi. Les paramètres d'envoi, vous pouvez aussi les utiliser quand vous envoyez des messages structurés, MPB, MSB, déclaration administrative. À ce moment-là, je vous conseille quand même de choisir quel type de message vous envoyez. Moi, ici, je vous donne l'exemple pour les MPB, donc les messages que vous envoyez aux compagnies via Portima à partir de vos contrats. Et je vais venir là sélectionner une activité de suivi. Le but, ça va vraiment être qu'à chaque fois que j'envoie un MPB, Brio me propose d'ouvrir une activité de suivi pour vérifier que la compagnie m'a bien répondu. Pour ça, je vais accéder à ma bibliothèque d'actions type avec la petite loupe et je vais venir dans ma liste sélectionner l'action type dont j'ai besoin. Les actions types, on ne va pas vous expliquer aujourd'hui comment les créer, mais il y a un petit tuto pour vous aider à le faire si ça vous intéresse. Bien sûr, on complète aussi le contenu de notre MPB. Pour vous montrer comment ça marche, j'ai donc mon activité clôturée qui dit qu'aujourd'hui, j'ai envoyé un message à la compagnie et lorsque je vais
enregistrer, automatiquement, Brio va m'ouvrir mon activité de suivi, vérifier que j'ai bien eu la réponse de la compagnie. Un conseil quand même, les actions types, généralement, c'est des phrases assez standards. N'hésitez pas à compléter l'intitulé de l'activité pour que ce soit clair pour tout le monde. Et on n'oublie pas, évidemment, d'enregistrer. Parfait. Passons de nouveau sur notre écran d'agenda. Nous allons voir ici le point suivant, qui est la partie des messages reçus. Marie-Laure, tu nous montres ce point-là? Oui, alors Sébastien, c'est sans doute la partie la plus complexe, je ne vous le cache pas. Elle est très pratique par contre, donc on va prendre le temps de vous expliquer. On va dépasser un petit peu, mais je vous promets, on fait de notre mieux pour être le plus précis possible, parce que si je vais trop vite, ça ne servira à rien, parce que vous n'allez plus rien comprendre à ce que je vous dis. Je vais donc aller dans l'onglet messages reçus. Le but de ce paramétrage des messages reçus, ça va plutôt être la gestion des pièces jointes quand on reçoit des blocs retours ou des demandes MyBroker. On va pouvoir paramétrer par défaut qu'est-ce qu'on doit faire avec cette pièce jointe. Donc ça veut dire qu'on ne devra jamais réfléchir quand on reçoit une pièce jointe. Tiens, est-ce que je dois demander la signature? Est-ce que c'est visible dans MyBroker? On va tout mettre là, et puis les gestionnaires ne devront jamais plus y penser et n'oublieront plus jamais non plus. Je vais appuyer sur modifier, et comme toujours en Brio, je vais aller à gauche, ajouter un paramètre de message. Première étape, je vais choisir le type de message. Est-ce que je veux paramétrer un message MyBroker ou un bloc retour? Si vous choisissez bloc retour, vous avez la possibilité, donc si vous choisissez message MyBroker aussi d'ailleurs, de choisir le contexte, d'où ça vient, contrat, sinistre. Ici, j'ai la compta, donc j'ai un peu plus d'options. Et puis de venir choisir le sous-contexte, c'est-à-dire ici le type de bloc retour. Et puis, on va venir sélectionner le type de document qui est envoyé par la compagnie. Et moi, j'ai envie de paramétrer ce qui se passe quand je reçois les conditions particulières de mon contrat, donc police ou avenant. Première étape, bon là aussi, 99% du temps, ça doit rester coché, hein, Sébastien. Est-ce que quand je reçois les conditions particulières d'un contrat, ça doit se ranger dans Brio et être enregistré dans Brio? Celle-là, on va la laisser cocher tout le temps. En dessous, je vais dire, est-ce que ça doit être visible dans l'application MyBroker? Oui ou non. Bon, ici, par défaut, les polices et avenants sont toujours visibles par défaut, mais si vous voulez faire pour vos avis d'échéance, par exemple, c'est tout à fait possible. Est-ce que j'ai besoin, quand je reçois le document par bloc retour, de l'envoyer directement à mon client pour signature via Connective, notre partenaire? En dessous, est-ce que j'ai besoin de créer ou non une activité spécifique au document qui est dans le bloc retour? Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je reçois un bloc retour, il y a déjà une activité qui se crée. Est-ce qu'en plus de l'activité qui dit que j'ai reçu un bloc retour, j'ai besoin d'avoir une activité pour dire que j'ai reçu le document dans le bloc retour? À vous de voir si c'est pertinent ou pas. Si vous créez une activité, celle-ci doit-elle être visible dans l'application MyBroker et doit-elle être ouverte ou fermée? Pour nos courtiers qui disposent du PLOE+, et ça c'est vraiment pratique si vous disposez du PLOE+, venez sélectionner la catégorie de votre document. Comme ça, le gestionnaire ne devra pas y penser à chaque intégration de bloc retour, d'aller bien mettre les catégories pour que ça aille bien se ranger dans les arborescences. Faites-le, c'est vraiment important et ça permet de gagner un temps fou pour chaque pièce jointe des blocs retour. Et donc tout ce paramétrage, qu'est-ce que ça signifie du côté utilisateur? Alors si je montre mon petit écran pour mon bloc retour, ça veut dire que mes cases sont pré-cochées en fonction des besoins. Ici, je n'ai pas le PLOE, la catégorie du PLOE+, est cachée derrière le document. Mais tout ce dont j'ai besoin est directement pré-coché. Ça veut dire qu'on ne doit pas réfléchir à chaque intégration de bloc retour. Et réfléchissez simplement au nombre de blocs retour que vous avez sur une journée et au temps que vous prenez à choisir visible ou pas visible, etc. C'est un vrai gain de temps, même si ce n'est pas le paramétrage le plus facile à mettre en place, Sébastien, je ne te le cache pas. Et bien sûr, on enregistre. Parfait. Allons donc au point d'agenda suivant, le sous-point les sujets. Les sujets d'email, si je ne me trompe pas, c'est bien de ça qu'on parle? Principalement, Sébastien, oui, des sujets de mail. En tout cas, c'est ce que je vais montrer comme exemple. Et pour ça,
On est toujours dans notre signalétique courtier et on va donc aller dans l'onglet « Sujet ». Et je vais appuyer sur « Modifier ». Alors, on retrouve ici toute une série de paramétrages puisqu'on va retrouver tous les contextes d'envoi, intervenants, contrats, sinistres, objets de risque. On va retrouver aussi les destinataires. Si j'envoie un client, si j'envoie une compagnie, si j'envoie quelqu'un d'autre. Moi, ici, je vais montrer un exemple pour un sujet de mail, pour un preneur. Alors moi, pour les lire, honnêtement, je vous les lis à l'envers pour bien comprendre. Quand j'envoie en français un mail à mon client dans le cadre de son contrat, si je clique sur la ligne, vous allez voir sur la droite le sujet du mail par défaut, police, auto, numéro. Et moi, ça ne me convient pas, Sébastien. Et imaginez là aussi, si à chaque fois que vous envoyez un mail, le sujet que vous propose Brio ne vous convient pas et que vous l'effacez, en paramétrant ici, on va quand même gagner du temps à chaque mail, quoi. Donc, c'est pas rien comme paramétrage. Dans la première colonne, vous allez écrire ce que vous avez envie. Donc moi, j'aime pas police, je préférerais écrire votre contrat. J'écris votre contrat. Et dans la deuxième colonne, on va aller chercher une des variables de Brio. En fonction du domaine dans lequel on a différents types de variables. Ici, je vais attirer votre attention sur les variables dans lesquelles il est marqué entre parenthèses libcli. Libcli, c'est libellé client. Ça veut dire qu'on a traduit les libellés des tables télébip pour qu'ils soient un peu plus orientés client. Alors moi, ici, je vais choisir type de police libcli. Pour vous donner un exemple, tourisme et affaires usage mixte, traduit en libellé client, c'est auto. Un peu plus clair pour notre client. On peut mettre autant de variables qu'on veut. Moi, j'aime bien en rajouter une petite dernière, Sébastien. C'est libellé sujet lettre, notamment pour l'envoi des lettres types comme pièce jointe d'un mail ou comme contenu d'un mail si vous avez le PLW. Ça veut dire si vous avez un contenu de mail pour envoyer un contrat à votre client, mais il sera marqué votre contrat auto numéro auprès de la compagnie AXA, envoi de vos conditions particulières. Donc en gros, vous faites copier en contenu et puis vous faites envoyer et c'est terminé. Pour les courtiers qui n'ont pas le PLW, c'est très pratique aussi si vous envoyez des lettres types comme pièce jointe d'un mail. Voilà l'exemple en non PLW. Et vous voyez ici, j'envoie une attestation de couverture en incendie. C'est écrit, j'ai plus qu'à mettre 6 joints le document dont vous avez besoin et envoyer mon mail et c'est vraiment parti. à vous de personnaliser ça, quoi. Donc si jamais vous communiquez avec la compagnie et que votre but dans le sujet du mail est d'ajouter par exemple le compte producteur, de nouveau l'option est là, vous n'avez plus qu'à la sélectionner. Donc c'est vrai que c'est très très utile, ça vous permettra de nouveau de gagner pas mal de temps là-dessus. Oui, si en sinistre, on peut aller chercher la référence de l'intervenant quand on écrit un expert, donc c'est vraiment personnalisable au détail près. C'est un vrai gain de temps, croyez-nous, même si là, vous vous dites... Elle parle beaucoup, Marie-Laure, mais croyez-nous, on est vraiment convaincus, c'est un gain de temps au quotidien, le paramétrage, il faut prendre le temps de le faire, ça c'est certain, mais ça vous facilite vraiment la vie après. Donc il ne faut pas oublier d'enregistrer, comme d'habitude. Passons au point d'agenda suivant, donc le sous-point du point 4, les autres paramètres, lettres et les autres points. J'ai zappé trop vite, Sébastien, excuse-moi. Oui, on va faire ici le tour des derniers petits paramétrages qui peuvent vous permettre de gagner un petit peu de temps. Et je vais commencer par l'onglet signature. Alors, très important, cet élément signature, pour gagner du temps et puis aussi pour utiliser notre partenaire connectif et la signature. Premier élément qui va vous faire gagner du temps, puisque c'est le sujet de cette partie, c'est le premier petit pop-up. Première petite ligne, pourquoi pop-up ? Si vous cochez cette case, vous allez avoir une intégration rapide de vos documents signés. Ça veut dire que quand vous allez ouvrir votre pop-up d'intégration de documents signés, pour le moment, si ce n'est pas coché, vous faites enregistrer, et puis vous avez... une demande de confirmation, et puis le document lié qui s'ouvre, où il faut encore faire OK, etc. En cochant ça, plus rien, vous faites juste enregistrer, et votre document, il est rangé au bon endroit. Et justement, quand on parle de ranger le document signé au bon endroit, là, on va choisir ce qu'on fait de l'original non signé. Ensuite, on va choisir d'utiliser la signature connective.
et éventuellement de permettre la facturation pour utiliser It's Me. Juste pour éviter de se tromper, quand on coche les conditions générales, le premier point de la connective, il n'y a rien de facturé automatiquement. Hein. Non, la facturation It's Me, elle n'est appliquée que lorsque le client utilise It's Me pour signer. Donc c'est bien l'option qui est entourée pour le moment. C'est bien ça. Juste pour votre information, en bas, vous visualisez les lettres liées à la confirmation de signature et vous pouvez y accéder éventuellement pour voir à quoi elles ressemblent et les adapter. Maintenant, soyez très prudents dans l'adaptation de ces lettres types parce qu'il y a des liens spécifiques vers le document signé pour le client qu'il ne faut absolument pas effacer. Petit point de paramétrage en plus qui va nous permettre là aussi de gagner du temps, tout petit peu de temps, mais quand même du temps. Dans l'onglet Lettres, vous savez, quand vous créez votre fiche client à partir de Brio, vous avez un pop-up avec la fiche client, qui est le document qui est directement proposé. Comment est-ce que Brio sait quel document proposer? C'est au niveau ici de notre onglet Lettres qu'on va pouvoir le faire. Et donc, si vous avez personnalisé votre lettre, votre fiche client, à l'aide de la loupe, vous pouvez aller rechercher votre fiche à vous, voilà, et venir simplement la sélectionner pour que Brio vous propose dans le pop-up directement la bonne fiche client. Pas mal d'options. Encore un autre point? Un dernier petit point, Sébastien, mais là il faut aller dans Données, Courtier, Suite, juste au niveau du paramétrage des SMS. Alors un point important quand même dans ce paramétrage, si j'appuie sur modifier, c'est qu'il faut maintenant, vous savez, avant vous deviez acheter des packages de SMS à signer. Maintenant, c'est une facturation au SMS. Donc, il faut impérativement aller dans cet onglet courtier suite, cocher la petite case ici pour que vous puissiez encore envoyer des SMS. Le temps avance, donc je ne vais pas aller plus en détail. Juste en dessous, choisir qui doit signer le SMS, le bureau ou l'utilisateur, le petit texte de no reply qu'on peut éventuellement adapter puisque c'est des messages automatiques et idem pour les messages MyBroker, quel type de signature. Et bien sûr, on enregistre. Super, merci pour toutes ces explications Marie-Laure. Passons directement à un sondage. On va essayer d'écourter aussi le sondage. Quel paramètre va vous permettre de gagner plus de temps? Donc les trois réponses, les sujets des emails, les paramètres d'envoi, les paramètres des messages reçus. De nouveau, vous pouvez répondre sur le bas de l'écran. On va vite regarder, dépêchez-vous aussi, comme ça on pourra accélérer sur le contenu. Voilà, on voit donc les premières réponses rentrer. Premier qui a répondu, c'est les sujets des emails. Voilà, ça s'équilibre, donc c'est bien sûr en fonction de vos besoins de chacun. Les sujets d'email, honnêtement, croyez-nous, vous avez l'air d'être convaincus, c'est super. Ça, c'est vraiment un vrai gain de temps. Donc, essayez de le faire, au moins un petit peu. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Passons donc au point d'agenda suivant. Le point 5, la sécurité dans Brio, groupe et droit d'accès. Marie-Laure, de quoi s'agit-il? Où pouvons-nous trouver l'option? Alors, les groupes et droits d'accès utilisateurs, ça n'a rien à voir avec les services des activités. Ça va vraiment vous permettre de sécuriser votre Brio pour que les utilisateurs puissent voir et faire ce que vous avez envie qu'ils fassent ou qu'ils voient. Pour aller les chercher, on va dans notre petit bonhomme en haut à droite et cette fois dans la partie courtier, on va chercher groupes et droits d'accès. Alors, pour info, évidemment, seul le LRA du bureau peut aller travailler dans les groupes et droits d'accès. On visualise directement les groupes qui sont existants et si j'en ouvre un pour vous montrer, on va modifier pour être tranquille. On va pouvoir visualiser d'abord dans l'onglet utilisateur quels utilisateurs font partie de ce groupe
d'utilisateurs. Et puis dans les onglets droit assurance, on va pouvoir venir choisir qu'est-ce que nos utilisateurs ont le droit de faire. Il y a plein d'éléments que vous pouvez cocher ou décocher. Je ne vais pas prendre le temps de tous les lire, évidemment. On va décocher ce que nos utilisateurs n'ont pas le droit de faire. Juste une précision, en bas de l'écran, là, il y a 3 colonnes au niveau des permissions. Est-ce qu'ils peuvent voir le détail, modifier, créer ou supprimer les différents éléments? Alors pour les courtiers qui travaillent tout seuls, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Une fois que vous avez pas mal d'utilisateurs, ça peut vraiment vous permettre d'avoir vraiment une gestion, être sûr de qui fait quoi, comment dans votre Brio, c'est important. Exact. Donc prenez le temps nécessaire à aller lire les différentes options et à cocher, décocher ce qui vous semble plus utile. Alors, pour nos courtiers qui disposent de la comptabilité, ils doivent savoir qu'effectivement, il y a également un onglet groupe et droit de la comptabilité, tout simplement. J'ai cliqué un peu vite, mais vous voyez l'écran, j'ai enregistré mon groupe et donc, comme à chaque fois, je dois me reconnecter. Moi, mais aussi tous les utilisateurs qui font partie du groupe pour que les nouveaux droits soient actifs. Si vous avez besoin de créer un nouveau groupe, vous avez sûrement déjà compris, mais on va aller dans le menu Action, Créer groupe. On va compléter un code parce qu'on est obligé, parce qu'on travaille dans une base de données. Et puis, on va venir chercher une description. Je vais enregistrer. Et je dois enregistrer, même si je dois adapter les droits, il faut d'abord enregistrer. Et par défaut, quand on crée un groupe, tous les droits sont actifs. C'est pour ça qu'ici, j'ai créé le groupe direction. La direction a le droit de tout faire. Si vous créez, par exemple, un groupe stagiaire, ça peut être très intéressant, Sébastien, même pour nos courtiers qui reçoivent une fois de temps en temps un stagiaire. À ce moment-là, il faut modifier de nouveau pour aller enlever tout ce dont vous avez besoin. Pour adapter les utilisateurs, je suis allée trop vite, donc je vais quand même vous le remontrer. Pour adapter les utilisateurs, pour intégrer les utilisateurs dans le groupe, ça ne se fait pas au niveau de l'onglet utilisateurs. Il faut aller dans le menu accès, chercher la liste de nos utilisateurs et cliquer simplement sur l'utilisateur, appuyer sur modifier et venir adapter le groupe lié grâce au menu déroulant. Et on enregistre, bien entendu. Je le répète, seul le LRA et les utilisateurs privilégiés ont le droit de faire ces modifications-là, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Exactement. Pour naviguer entre les utilisateurs, on utilise les flèches ou on utilise la petite loupe pour venir récupérer la liste de tous nos utilisateurs. Comme à l'habitude dans Brio. Passons donc au dernier point, conclusion. Mais est-ce que c'est vraiment le dernier point, Marie-Laure ? Alors Sébastien, là on a été très très sérieux. Trop sérieux sans doute pour nos courtiers. Je sais qu'il est 11h30, mais on va mettre un petit peu de fun dans tout ça. Et rassurez-vous, c'est un tout petit morceau de fun, mais un petit morceau de fun quand même. On va juste personnaliser l'image de Brio. Comment pouvons-nous faire cela ? Alors tout d'abord, moi j'aime pas le vert, Sébastien. Et Brio, il est vert. Mais ça ne m'arrange pas que Brio soit vert, je voudrais changer la couleur. Non, ça, c'est la blague, évidemment. Pourquoi je vais changer la couleur de mon Brio ? Effectivement, parce que vous n'aimez pas le vert. Mais si vous travaillez avec 2 bases de données différentes, 2 bureaux, avoir un bureau vert et un bureau orange, ça peut être drôlement sympa. Comment est-ce qu'on fait ? Très simple, à partir de l'écran de recherche et uniquement de l'écran de recherche, on va cliquer sur le petit bonhomme et juste en bas du menu, on retrouve les différents thèmes de couleurs proposés et on vient simplement sélectionner celui qu'on préfère. Et voilà, notre Brio a changé de couleur. Super. Une autre technique, un autre petit plus ? Ouais, tu vois en bas de l'écran, le clavier, là, l'image, moi je la trouve pas terrible. On va aller la modifier quand même. Tout à fait. Alors pour ça, on va aller dans notre petit bonhomme et on va aller chercher notre signalétique courtier. Et dans notre signalétique courtier, ce n'est pas dans le premier écran, on va donc aller chercher données courtier suite. On va aller dans l'onglet images et texte et on va appuyer sur modifier. Il y a une image par défaut. En cliquant sur la ligne, on va pouvoir aller, grâce au menu opération sur sélection, remplacer notre image. On va sélectionner notre logo sur notre ordinateur, par exemple, et puis on va venir l'insérer.
On peut aussi en ajouter, les faire défiler, c'est de la papote interne, hein. Vous faites comme vous voulez, Ouais. c'est juste pour vraiment personnaliser votre logo, par exemple, sur votre écran. La seule chose que vous pouvez faire aussi, c'est changer le texte. Si vous ne voulez pas qu'il soit écrit Brio par Portima, dans la case texte, vous pouvez modifier et mettre le texte que vous aimez et dont vous avez envie. Merci Marie-Laure. Et comme d'habitude, il ne faut pas oublier d'aller enregistrer tout ça. Et de se reconnecter, Surtout. évidemment. Parfait. Petit sondage. Un petit sondage pour la route, Sébastien. Suivante. Quelle est votre couleur préférée pour Brio? De nouveau, on va vous laisser répondre assez rapidement. Vert, orange, brun, rouge, bleu ou j'aurais aimé du rose. Marie-Laure, de ton côté? Moi, j'aurais aimé du rose, hein, Sébastien. Non? Ça peut être sympa, Non, ici, en effet. Voilà. Petit sondage de fin de On vous laisse vite répondre et puis après, webinaire. on ira clôturer tout ça. Moi, j'ai pas les réponses qui arrivent. Un petit peu, Ah, je vois que nos courtiers ont le même humour que nous, Sébastien. C'est bien. c'est chouette. Ça nous fait du bien. On savait que c'était un sujet compliqué. On voulait terminer par un petit peu de plaisir. Merci beaucoup en tout cas de votre suivi. On va vite passer sur la partie conclusion. Dia suivante. Voilà, Sébastien. Voilà. Donc dans la partie conclusion, les différents points sont énoncés, hein. Donc vous avez l'information correcte sur vos documents légaux, vos fiches clients, les devoirs d'info et autres. Si vous modifiez correctement, comme Marie-Laure l'a expliqué, tout ça sera en ordre, c'est très pratique. Deuxièmement, complètement adapté à vos besoins, selon ce que vous avez pu obligatoirement mettre comme champ, hein, des champs qu'on a mis en case jaune, les rendre obligatoires, entièrement personnalisés. Vous avez pu ajouter des valeurs, comme Marie-Laure a pu l'expliquer tout au long du webinaire. Ensuite, un énorme gain de temps au quotidien. Comme on l'a dit, on perd peut-être du temps de paramétrage au départ, mais c'est sur un temps gagné énorme sur la suite du travail quotidien. Et ensuite, la sécurité, hein, sécuriser comme vous le souhaitez. Marie-Laure l'a expliqué avec les utilisateurs, les groupes et autres. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Tu as autre chose à ajouter, Marie-Laure? Juste un dernier petit point, parce qu'on vous a quand même parlé pendant 1h30 ici, et pourtant on ne vous a pas tout expliqué. On aurait pu vous parler du paramétrage, du journal d'activité, de la fiche d'intermédiation, du détail du PLW ou de MyBroker. On a fait assez long aujourd'hui, hein, donc si vous êtes intéressé pour aller plus loin encore dans le paramétrage, on a créé des tutoriels rien que pour vous, sur les points non abordés et aussi sur ce qu'on a abordé si vous avez besoin d'une petite rediff. Parfait. Et donc, nous vous remercions ici de nous avoir suivis. Comme vous le savez, il y a des tutos, des formations en ligne et tout ça. N'hésitez pas à aller les voir sur le Ben. Merci à tous, merci à toutes. Marie-Laure, merci de tes conseils. Merci à vous d'avoir été patient. On espère qu'on a été suffisamment clair et on vous souhaite une très très belle journée. Je pense qu'on n'a pas trop débordé, c'est parfait. Bonne journée à vous. Au revoir.